Nous avons donc laissé nos pauvres Grecs, nos pauvres proto-Grecs, dans une catastrophe. Cette crise systémique parce que c'est un système, c'est un monde dans lequel les bénéfices tiennent aux échanges. Ce sont des échanges mondialisés, puisque la route du Nord, la route du Nord, passez par là, juste derrière vous, c'est le Rhône, la Saône. Donc la route du Nord qui monte jusqu'en Cornouailles pour aller chercher l'étain, il faut de l'étain, entre 5 et 10% d'étain pour faire du bronze. La route de l'étain, mais il y avait aussi les routes de l'ambre, les routes de la Baltique, et puis les routes du nord, au-delà de la mer Noire, et bien sûr les grands clients qui sont le Proche-Orient et l'Égypte. Donc, relier l'Europe du Nord, la Baltique, l'Angleterre, en traversant la Gaule, à la Méditerranée, à l'Égypte et au Proche-Orient, c'est un projet formidable. Et ça, les Mycéniens le réalisent. Jusqu'où étaient allés les Minoens, je ne sais pas. Mais vers entre 1500 et 1400, le système est déjà, avant notre ère, bien sûr, le système est déjà en place. Donc c'est un formidable système de mondialisation. Mais sa faiblesse, c'est que la plus-value ne vient que du commerce. Ce qui veut dire que le jour où on ne commerce plus, il n'y a plus de plus-value. Donc, avec cette crise systémique due à une crise climatique, très probablement, il n'y a plus de bénéfices. Donc, le problème technique, concret, sociologiquement, c'est que vous avez une classe dominante de souverains qui vivent de cette plus-value, et d'un seul coup, ils n'ont plus rien de cette plus-value. Alors, est-ce que la guerre de Troie est une tentative de la dernière chance pour piller un des anciens comptoirs intermédiaires? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'ensuite, ils se mettent tous dans les bateaux, et c'est ce qu'on a appelé les peuples de la mer. Ils attaquent l'Égypte, ça ne marche pas. Ils essayent de s'implanter au Proche-Orient, et ça marche. On les appelle donc là les Pélésètes, qui donnent leur nom aux Palestiniens. Ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens sont descendants de Crétois ou de Grecs, mais qu'il y a eu des réfugiés climatiques de Grèce et de Crète qui se sont installés au Proche-Orient et qui ont donné leur nom aux Palestiniens. Donc c'est vraiment c'est la panique vers 1200, il n'y a plus à manger et tout le monde se demande où aller et toutes les populations, les peuples de la mer, c'est pas seulement ces Grecs, ces Achéens que nomment d'ailleurs les chroniques égyptiennes, ce sont toutes les populations, il y a sans doute les populations du sud de l'Asie mineure, de Sardaigne aussi, parce qu'il y a quand même du monde sur ces échanges transméditerranéens. Donc voilà, c'est la panique. Les Hittites ne s'en remettront jamais. Et la Grèce mycénienne disparaît. Donc c'est une grande catastrophe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Très probablement la révolte des perdants. C'est-à-dire que les populations des montagnes, on a cru longtemps qu'il y avait eu l'invasion des Doriens, il n'y a pas eu d'invasion du tout, l'archéologie est très claire. Les peuples des montagnes, les laissés pour compte de la mondialisation, ont débarqué en ville et ils ont pillé ce qu'ils ont pu piller, c'est tout. Donc c'est le trou, 3 siècles de trou quand même, c'est violent. Les Grecs ne commencent à ressortir la tête de l'eau que vers 900. Donc un effondrement civilisationnel complet. Et la preuve, c'est que même l'écriture disparaît. Et ça, c'est la chance historique de la Grèce. Bon, l'écriture, on la connaît, c'était donc le linéaire B, une écriture syllabique. Et donc,
Et cette écriture syllabique disparaît, les Grecs ne savent plus écrire. Voilà. Ils ne savent plus écrire parce que l'écriture était réservée, c'est difficile, hein, une écriture syllabique à apprendre, était réservée à une caste de fonctionnaires, mais ben évidemment, les fonctionnaires sont au service du pouvoir, s'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de fonctionnaires, et donc plus personne n'écrit. Donc disparition des arts, de l'écriture, et tout ça. Et puis les Grecs commencent à refaire surface doucement à partir d'en gros 900 avant notre ère, toujours pour la même raison, parce que le grand problème de la Grèce, quand vous allez en Grèce en avion, vous voyez tout de suite, qu'est-ce que vous voyez? Des montagnes partout. Il y a des montagnes partout, alors où font-ils pour cultiver? Bah oui, un peu de terre de temps en temps. Mais vous avez quelques plaines séparées par des montagnes. Alors non seulement ça fait peu de terres fertiles, mais en plus, avec les montagnes, les transports sont toujours difficiles. Donc la terre ne nourrit pas son paysan, ou en tout cas tout juste, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Grecs seront toujours malthusiens. Si vous avez trop d'enfants, c'est terrible, ils ne pourront pas vivre sur le produit de la terre. Donc, la Grèce est pauvre et il n'y a rien à faire. Aucune irrigation, étant donné la structure du sol, aucune irrigation, la structure et la nature du sol, aucune irrigation ne peut permettre d'améliorer les cultures de manière substantielle. Donc, soit on a une agriculture vivrière mais extrêmement malthusienne, donc très peu de population, soit on joue l'ouverture sur l'extérieur. Donc la crise que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, a réduit considérablement la population, mais ensuite, quand il commence à y avoir une reprise, le problème se pose, comment nourrir tout le monde? Et là, il y a une seule solution, le réseau. Le réseau, c'est-à-dire aller ouvrir une colonie, un comptoir, de l'autre côté de la mer. Alors ça permet un double soulagement, parce que d'un côté, on va transplanter un excédent de population, ce qui fait qu'il y aura moins de bouches à nourrir ici, et de l'autre, la population qui va s'installer sur une autre terre, que ce soit en Asie mineure ou en Italie, va s'installer dans un endroit où il y aura une ressource agricole plus importante, et avec le réseau maritime, les échanges vont s'établir, et donc on aura une économie qui permettra de se fournir en produits alimentaires. Donc, très tôt, la colonisation grecque se met en place, mais c'est donc une colonisation de survie. Rien à voir, par exemple, avec la colonisation européenne au XIXe siècle, qui est une colonisation d'extension, ou colonisation espagnole en Amérique latine. Les Espagnols n'avaient pas du tout besoin de ça, la preuve c'est que ça a ruiné l'Espagne. Mais là, c'est très différent. Les Grecs sont obligés de coloniser pour arriver à manger. C'est une colonisation de survie, c'est pour ça que la colonisation grecque apparaît dès le début de la reprise des Grecs dans ce saut en dehors du trou où ils étaient plongés depuis 3 siècles. Donc, coloniser, pour eux, c'est installer un comptoir, créer un premier réseau qui va permettre à tout le monde de manger, tout simplement. Donc, c'est une civilisation qui commence à se mettre en place en réseau. Entre-temps, c'était les Phéniciens qui avaient repris le réseau Est-Ouest, et d'autre part, il y avait eu la grande révolution du fer. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'aller chercher l'étain, ou en tout cas autant d'étain, puisque le fer se trouve de manière beaucoup plus commune. Beaucoup de fer un peu partout. Donc la différence, c'est que le fer suppose évidemment une température de fusion beaucoup plus élevée. Donc c'est l'amélioration des techniques du feu qui, très progressivement, a conduit à la substitution du fer au bronze. Il ne faudrait pas croire que ce soit cette substitution qui a été la cause de l'effondrement du monde
mycéniens, puisque cette substitution s'est faite au long des siècles, parce que pour arriver à obtenir des fours à 1200 degrés, c'est quand même très difficile, et au début, le fer est martelé, il n'est pas tout de suite réellement fondu. Mais donc, avec cette nouvelle configuration, on n'a plus besoin d'aller aussi loin, mais les Phéniciens avaient pris donc le grand axe est-ouest, mais les Grecs refont surface sur la partie nord, parce que naviguer en Grèce, ben oui, avec les îles, le temps, les vents, les courants, c'est pas forcément facile. Donc, ils n'entrent pas du tout en concurrence avec les Phéniciens, mais en complémentarité, on le sait, parce qu'il y a des cargaisons mixtes. Donc, dans les bateaux dont on retrouve les restes plus de 2500 ans après le naufrage, on s'aperçoit que le même bateau pouvait avoir des produits phéniciens et des produits grecs. Donc il y a une complémentarité entre les deux. Les Grecs sont les marins qui connaissent la route du Nord, les Phéniciens connaissent la route du Sud, et donc ils travaillent de manière complémentaire et peut-être solidaire. Donc la réémergence de la Grèce se fait par ce biais, mais pour des raisons très concrètes, des raisons de survie. Sans le réseau, on ne peut pas manger. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour amorcer le réseau? Ben voilà, il faut vendre quelque chose et il faut aller acheter pour vendre à d'autres. Donc on amorce le commerce en vendant des poteries, là encore, hein, les Grecs, à la suite des Minoens, se spécialisent dans la poterie, deviennent vraiment des artistes, et ils vendent leur poterie en échange de concessions minières, et ensuite ils fabriquent le métal qu'ils vont vendre, notamment aux Égyptiens, leurs clients du Proche-Orient. Donc très progressivement, ils réémergent, et on est là dans le monde grec archaïque qui ouvre ce réseau de colonisation.